C'est aider les jeunes qui sont en difficulté ou à risque. C'est tisser de liens, créer une relation, écouter, observer et essayer de répondre aux besoins, soit suite à une demande de jeunes ou une observation faite sur le terrain. La Prève, on est un peu, pour reprendre une expression un peu discutable, mais on est les premiers de cordée quand même. Enfin, on est les premiers au front. Des fois, on est les premiers maillons de la chaîne et des fois les derniers maillons de la chaîne. Des fois, on est vraiment en position où on repère les situations parce qu'on est sur le territoire, des situations qui ne sont pas connues ou peu connues, ou voilà. Et puis des fois, j'ai envie de dire, c'est aussi des situations où plus personne n'y arrive et on est encore en lien des fois avec les jeunes. Nous, on est au cœur des lieux où vivent les personnes qui, à un moment donné, peuvent être en fragilité. On voit comment ils évoluent et on est de fait à l'affût, où on est au plus près de leurs besoins pour leur proposer de l'aide ou de l'accompagnement. Enfin, la Prève en général et tous les autres services sont vraiment nés, pas parce qu'il y avait un financement sur le sujet, mais parce qu'il y avait un besoin du public à la base. Et c'est parce qu'il y a un besoin du public et que l'association propose des choses qu'ensuite elle est financée. Et moi je pense que c'est vraiment cette force c'est une force pour moi dans le travail social de travailler de cette manière-là. Depuis quelques années, la question des espaces publics est devenue une priorité parce qu'en effet, c'est important d'être là où sont les gens. Pour moi, le travail de rue, ça va être évidemment d'aller arpenter le quartier, marcher, aller dans les parcs, aller en bas des immeubles, aller à la rencontre des jeunes, même s'il faut chez eux. C'est des moments qu'il peut y avoir sur des visites à domicile. Je l'ai déjà croisé plusieurs fois dans le quartier en train de faire, comme je lui disais, ses rondes. Aller sur les lieux de vie, les terrains de sport, participer à une partie de foot si besoin à ce moment-là, et puis ça se fait en binôme avec un collègue. C'est pas que du lundi au vendredi, c'est aussi en soirée, c'est aussi le week-end. Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai fait des travails de rue sous la pluie, où quand il fait froid et tu rencontres personne, tu te dis ça sert à rien, puis en fait une semaine, 2 semaines, oh je t'ai vu l'autre soir et tout de ma fenêtre, Puis tu sens que t'as montré que t'étais là quand même, quoi. L'intérêt qu'on porte aux gens, ça c'est important, la prise en considération. Et ça, il y a besoin en fait de ça. Et donc être aussi sur l'espace public, c'est ça. Et une fois que les jeunes ils ont démarré quelque chose, on les invite dans les locaux. Donc dans chaque quartier, il y a un local, ce qu'on appelle les permanences, où ils peuvent venir pour s'installer et commencer à démarrer quelque chose. Par exemple, quand on n'avait pas école le mercredi après-midi, on y allait pour faire des ateliers, par exemple de la prévention contre le harcèlement. Parfois, on faisait des mises en scène théâtrales. Et c'était très amusant quand on avait 13-14 ans. C'était pas mal. On rigolait beaucoup et puis ça m'a permis de faire leur rencontre. Ah, ils sont bien placés, surtout dans le quartier. Et tout le monde sait qu'ils sont là pour aider et vice-versa. Même si c'est pas que pour aider, aller boire un café et discuter. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que parfois on a pu y aller à deux, de manière même spontanée, sans rendez-vous. Voilà, on voyait qu'il y avait quelqu'un, il y avait de la lumière. Et du coup, on nous offrait un café et ma fille, elle se sentait à l'aise et puis elle commençait à parler. Et déjà peut-être parce qu'il n'y avait pas d'enjeu ou d'objectif pour elle en tous les cas. Et puis il y avait une vraie considération pour elle en tant qu'individu, qu'elle soit ou pas accompagnée de sa mère d'ailleurs. Il y a du respect, c'est mutuel. C'est plus des relations aussi qu'on crée. Mais du coup, on va créer une relation et c'est là, nous, notre travail d'éducateur, c'est de créer une relation éducative. Je vais plus à l'école. Du coup, il m'aide à trouver un travail, faire mes CV, mes lettres de motivation. Et pour mon fils aussi, par rapport à la justice, comme il est placé. On fait du sur-mesure et on va au bout du bout. Et ça, je pense que c'est aussi l'approche de la prévention spécialisée. Vraiment faire du singulier, et c'est aussi faire du sur-mesure au final, mais de s'intéresser au singulier de chaque jeune et de faire en fonction de ça, quoi. J'aurais retranscrit plutôt comme un nuage qui se sépare et qui donne face au soleil. C'est des idées qu'on a et qui finalement prennent forme. La confiance surtout. Et on a travaillé beaucoup avec ça.
Quand on a une éducatrice, on peut plus sourire à une éducatrice parce qu'elle peut rentrer dans les problèmes perso. On peut lui dire nos problèmes perso. Enfin, il est compréhensif, c'est-à-dire même si je vais ici, je pleure, je suis pas bien, machin, il va me consoler, il va me dire calme-toi, faut pas que tu stresses. On peut être rentré dans une relation vraiment éducative où il peut se confier, mais moi par contre, je vais pas avoir peur de lui renvoyer des choses si ça va pas non plus. On n'est pas toujours dans des choses positives non plus. Je sais que s'il a merdé ou des choses comme ça, je vais avoir confiance pour lui dire bah là t'as merdé. C'est pas pour ça que demain il viendra plus au rendez-vous, parce qu'on a un passif, on a quelque chose qui fait que c'est plus solide, quoi. Dans la prévention, les éducateurs, les professionnels représentent néanmoins un cadre de référence et c'est dans cette honnêteté, cette transparence-là qu'après le lien de confiance il peut se créer. Mais Franck, j'avais tout le temps gardé son numéro. C'est mon repère. Pour ma fille, je crois qu'itinéraire, c'est... elle ne le met pas dans la même catégorie que d'autres services éducatifs. Ouais, elle a un certain rejet, en fait, des services éducatifs, et itinéraire ne rentre pas là-dedans. C'est plus neutre pour elle, c'est plus acceptable. La présence, elle est indispensable, en fait. Et d'autant plus que c'est là où le métier a changé d'éducateur, c'est qu'il y a aussi maintenant la dimension collective. C'est-à-dire qu'au-delà du suivi individuel, il y a toute cette dimension collective. Et ça, c'est important qu'on soit même plusieurs là, à le faire. Un club prévention, il ne peut pas travailler seul. Il y a toujours la question de partenariat et du réseau. Et ça, pour un club prévention, c'est essentiel. On a vraiment un vrai intérêt commun à travailler ensemble. Je crois qu'on a deux accompagnements qui se complètent parfaitement, quoi. Et ce qui est même riche, c'est qu'on travaille sur plusieurs quartiers. Donc du coup, on peut faire des ponts entre les quartiers, entre acteurs, partenaires des différents quartiers. Notre regard croisé est intéressant pour les jeunes, la famille, est intéressant pour nous aussi. Et... On a une gamine, voilà, à un moment qui dit « ouais, moi ce que je veux c'est partir de chez moi, je me trouve un mec et voilà ». On reçoit ça. Il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Donc là, on va voir les éducs. Est-ce que vous la connaissez, vous ne la connaissez pas? Si vous ne la connaissez pas, nous éventuellement on fait le lien. Enfin, voilà. Et eux après font le travail de suivi individuel que nous on ne fait pas en fait. On est quand même, comme itinéraire, les gens ont besoin de tiers de confiance, quoi. On représente effectivement ces tiers de confiance. Chacun est dans son champ de compétences, mais c'est la complémentarité qui fait la force en fait. L'ALS, c'est donc un éducateur de quartier qui intervient dans un collège et qui est vraiment là pour prévenir qu'il y a des missions de prévention du décrochage scolaire avec finalement tout ce que ça englobe autour. Qu'est-ce qui crée le décrochage scolaire? Qu'est-ce qui provoque le décrochage scolaire? Il y a une espèce de vide parfois entre nous et les familles. Un espace auquel on n'a pas accès et qui est comblé en partie par l'intervention de l'ALS. Et donc voilà, c'est vraiment avoir un pied en dehors du collège, une connaissance des familles, des jeunes sur le quartier et aussi pouvoir amener aussi notre expertise de ça au collège. Je pense que ce qu'il y a d'important aussi, c'est que les ALS n'ont pas cette casquette éducation nationale. C'est peut-être plus facile des fois d'aller voir Fanny qui ne travaille pas dans le collège, qui est extérieure. C'est un éducateur, il y a les codes de l'éducateur. Moi j'ai beaucoup de jeunes des fois qui viennent me voir, notamment au collège, à la base que je connais pas, mais qui viennent m'interpeller parce qu'ils ont entendu dire par leurs copains que Fanny elle peut t'aider là-dessus, Fanny, l'autre fois il y a un jeune, il m'a dit, je trouvais ça trop mignon, il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que tu sais qui je suis, tu sais à quoi ouais, on m'a dit, tu aides les jeunes dans leur crise d'adolescence, pour traverser leur crise d'adolescence. On organise dans nos établissements scolaires ce qu'on appelle une cellule de veille ou groupe de prévention de décrochage, peu importe le nom qu'on lui donne. Les ALS sont systématiquement associés à ces instances, puisque
C'est justement lors de ces temps-là qu'on étudie les situations d'élèves pour lesquelles on est extrêmement préoccupé pour des raisons diverses et variées. Et c'est notamment sur ce temps-là où chacun se répartit justement les missions. Voilà, cet élève aura plutôt vocation à être suivi davantage par l'infirmière, l'assistante sociale, Alcès, etc. On travaille vraiment en équipe, donc ce qui est vraiment un avantage parce qu'on peut échanger, réfléchir ensemble sur les situations. On parle de coéducation et c'est indispensable en fait pour avancer. Il y a aussi ce qu'on a en interne, nous, à Itinéraire, donc tous les outils qui permettent aussi d'intervenir sur les situations. Je pense au dispositif d'accueil des élèves exclus, l'accueil de jour, le dispositif à tous parents. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut mobiliser aussi en interne qui permettent de venir en complémentarité de ce que peut proposer le collège pour agir sur les situations, quoi. J'accueille 5 collégiens de 12 collèges partenaires et aussi d'un lycée maintenant, le lycée Baggio, mais uniquement sur les 3e prépa métiers. L'objectif, c'est de réfléchir ensemble sur les motifs de leur exclusion, de trouver des pistes avec eux sur une amélioration de leur comportement. Ça permet de faire comprendre aux familles les sanctions d'exclusion de l'établissement, déjà parce qu'on exclut, mais on propose quelque chose à la place pour essayer de faire comprendre à l'élève ce qui s'est passé, lui faire prendre conscience de la situation. Ça dure du lundi au vendredi, 5 jours. Une exclusion temporaire qui est ponctuée à chaque demi-journée. Donc moi je fais le groupe parole le lundi et à partir du lundi après-midi, à chaque demi-journée, il y a un professeur qui vient travailler avec nous et on a aussi 2 ateliers théâtre le mardi et le jeudi. L'un plus pour les habituer à passer sur scène et travailler justement sur les émotions et le jeudi qui est plus spécialisé sur le rejout des scènes pour travailler aussi l'empathie, parce qu'ils se mettent à la place de l'autre et trouver des possibilités autres que d'arriver à la violence ou d'être exclu. Mais ça lui a fait du bien quand même de venir ici, je pense, du fait qu'elle a pris conscience de ses erreurs surtout. Les parents, ils trouvent leur enfant plus apaisé. Ils n'ont pas besoin de l'élever par exemple, ils arrivent plus souriants, ils expliquent leur journée, ils les sentent beaucoup plus détendus. Après c'est un temps pour eux, c'est quand même ils sont que 5, il y a 2 adultes, on est là pour eux, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de libre expression. Et au collège c'est pas possible, quoi. Ils ont d'autres missions et même si les professeurs voudraient, c'est pas possible d'avoir une attention particulière pour 26 jeunes, quoi. Et à la fin de la semaine, il y a un bilan qui est fait, le vendredi après-midi, et je trouve ça plutôt bien. Un des objectifs aussi, c'est de soutenir la famille. Et c'est pour ça aussi que, à la sortie du dispositif, lors du bilan famille du vendredi après-midi, j'invite un collègue pour les présenter, pour que l'accompagnement continue avec eux. Du coup, ça reste un écrit, parce qu'il y a un écrit qui est donné aussi à la fin, et ça permet de voir vraiment ce qui ne va pas. Et puis, la preuve, ça va, elle n'est pas revenue depuis 1 an, elle n'est pas revenue, donc ça va. Quel que soit ce qu'on met en place, de toute façon, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas une solution magique, mais avec certains élèves, avec une bonne proportion d'élèves, ça fonctionne. Je pense que c'est important, on est vraiment dans la prévention primaire et je pense que c'est utile, et même en maternelle ou en primaire avec nos collègues médiateurs, école famille, et de prendre au démarrage, oui, c'est super important. Pour moi, la médiatrice école-famille, c'est quelqu'un qui va faire le lien entre des familles qui peuvent être justement éloignées de l'école et l'école et toute l'équipe pédagogique autour, et essayer de restaurer un lien entre ces deux entités-là, quoi. Parce qu'en réalité, la médiatrice école-famille est là pour accompagner des personnes qui n'ont pas les codes, sont un peu éloignées de la scolarité de leur enfant, pour les aider justement à s'impliquer davantage dans celle-ci. C'est un relais dans la confiance, dans la communication, dans les échanges, dans les besoins, dans les questionnements. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans la rue, mais qui peut être aussi
dans l'école. C'est un peu particulier à l'itinéraire parce que ça dépend des quartiers où on intervient et ça dépend aussi de la médiatrice ou du médiateur. Moi, par exemple, je ne suis pas toute la journée à l'école. J'y suis le matin à l'entrée, le soir à la sortie. J'y suis quand il y a, par exemple, des conseils d'école ou des gros événements. Moi, je suis presque tout le temps à l'école. La journée, moi, je suis au local de mon quartier avec mes collègues éducateurs et mon autre collègue médiatrice. Moi, je n'ai pas de bureau dans l'école. Alors après, c'est un choix, mais moi, je trouve ça intéressant aussi parce que des fois, les familles n'ont pas envie d'être dans l'école, n'ont pas envie de venir dans l'école. Donc, de faire un premier rendez-vous à l'extérieur, ça peut déjà poser les choses, les rassurer et après, petit à petit, les faire revenir vers l'école. Un directeur, il représentera toujours une institution. Une médiatrice, elle va pouvoir avoir une autre approche, une autre sensibilité. Et c'est ça qui va faire la différence. Souvent, ce qui se passe, c'est les enseignantes ou les enseignants ou les directeurs ou les directrices qui viennent et qui nous disent bah voilà, est-ce que tu pourrais voir cette famille parce que j'ai une question ou alors j'aurais besoin que tu l'accompagnes sur telle démarche. Donc ça peut être fait comme ça. Quand on voit et qu'on échange sur une famille qui est en énorme difficulté et compagnie, on en parle ensemble et on voit quelles solutions on peut apporter. Je me réfère aussi à l'équipe éducative, les collègues éducateurs SP, auxquels je peux présenter une situation ou encore quand on fait des réunions d'équipe. Et quand les familles elles se sentent rassurées, eh ben, elles ont une autre image de l'institution, autre que celle qu'elles ont partagée ou vécue. Et résultat, ben, c'est là où on va pouvoir, entre guillemets, faire réduire les inégalités qu'il peut y avoir par rapport à leur parcours. Mais tout ce cheminement-là, il est important de le faire et d'être accompagné aussi par des personnes de confiance. Enfin, des personnes qui ont gagné la confiance des familles. Et c'est ça qui est important. Et c'est une question de temps. On fait aussi oui, des temps collectifs. C'est des temps intéressants parce que c'est des moments autres et où la parole se libère. Donc il y a un espèce de truc où les mamans peuvent décharger, et, où la maman intervenait avec ses enfants, puis elle a dit quelque chose et les enfants rebondissent sur ce truc-là et on se dit « Ah tiens, là il se passe quelque chose, c'est intéressant, peut-être qu'on retravaillera sur ça. » La parole libre, quelquefois. D'autres fois, c'est une présentation par une de nos collègues, Amélie, qui est éducatrice spécialisée et qui anime une structure à tous parents. Et avec elle, on traite des sujets spécifiques, comme l'année dernière, on a parlé du harcèlement scolaire, on a parlé de l'impact des écrans dans les familles, voilà. À tous parents, c'est un service de soutien à la fonction parentale qui rentre dans le pôle du décrochage scolaire. Donc très concrètement, l'idée c'était de se dire qu'un enfant en décrochage scolaire, c'est aussi et avant tout une famille qui est en décrochage. En fait, j'ai eu des problèmes avec ma fille, ma grande. Elle ne m'écoutait plus. Je pouvais plus rien faire. Désolée de dire ça, mais son papa il s'en occupe pas, donc je suis toute seule à gérer. Donc pour moi c'était un peu dur. J'en ai pleuré. Des conflits, l'opposition, le téléphone, les écrans. C'est pour ça que j'avais besoin d'un soutien à la parentalité. Parce que c'était trop, ça devenait trop conflictuel. Et donc le postulat de départ, c'est tout simplement de dire qu'en soutenant les parents, en accompagnant les parents et surtout en mettant en avant leurs compétences parentales, alors ils pourront se positionner pour intervenir auprès de leur enfant. Donc moi j'ai connu l'association itinéraire par le collège Myriam Makeba, là où est scolarisée ma fille. En fait, c'est Pascal, une dame d'ici qui travaille au collège Myriam Makeba. Elle m'a proposé un rendez-vous au sein du service du collège avec Amélie, où là j'ai pu rencontrer Amélie, j'ai pu discuter avec elle, avoir plusieurs rendez-vous là-bas et ça m'a donné confiance. Ma fille, elle voulait pas. Hein. Elle voulait pas d'Amélie, elle voulait de personne, elle voulait pas d'itinéraire. Donc moi j'ai pris quand même parce que ça pouvait pour soutenir, accompagner. Et donc à tous parents, c'est deux axes. C'est l'axe individuel. C'était moi qui étais en demande, mais Amélie a proposé aussi d'être présente auprès des autres membres de la famille, notamment ma fille et puis son père. C'est un lieu qui nous permet de discuter, vraiment, de dire ce qui ne va pas. De tout problème du collège, du quotidien, tout ce qui ne va pas.
Après, Amélie m'a beaucoup aidée dans mes démarches, déjà administratives, mes démarches pour mes enfants, parce que j'ai encore d'autres enfants, et ma petite dernière, c'est Amélie qui m'a trouvé la crèche de la petite et tout. Au niveau médical aussi, parce que j'ai des problèmes de santé. Amélie m'a orientée beaucoup pour aller faire mes rendez-vous, tout ça, parce que j'ai un peu laissé tomber aussi. Voilà. Et on va dire que moi, je me suis laissée un peu aller. J'avais plus vraiment confiance dans mes compétences de parent, et je pense que Amélie m'a aidée à ça. C'est-à-dire que vraiment, je repartais des entretiens en disant, mais en fait, non, en fait, je suis plutôt une bonne mère et je fais plutôt ce qu'il faut, en fait. C'est juste que dans cette situation, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai pas tellement la main, j'ai pas tellement de... Ouais, je suis un peu impuissante, et puis émotionnellement, c'était lourd. Au début, j'avais vraiment peur du jugement, mais vraiment, non, il n'y a vraiment aucun jugement. Pas de jugement, mais quand même oui, des encouragements, la compréhension, l'empathie. Et puis un côté quand même, on est une équipe, on travaille ensemble. Donc ça, c'est pour l'axe individuel. L'accompagnement individuel, c'est ça. C'est comment intervenir autour d'une famille qui rencontre une difficulté, dans le cas du décrochage scolaire. Et il y a l'axe collectif. Et donc là, l'axe collectif, c'est encore différentes actions. Donc il y a des rencontres entre moi et les autres parents, des sorties familiales, tout ça. Et je trouve ça bien parce que ça permet de se retrouver et de se sentir qu'on n'est pas seul. C'est marrant parce que ça nous a quand même un peu renforcé la relation entre moi et ma fille. De se dire qu'on n'était pas tout seul dans ce cas-là. Mais j'ai aucun problème à dire qu'à un moment donné, je ne dois plus être là et je dois leur permettre de ne plus être là. C'est-à-dire que leur amener toutes les réponses qui existent, c'est de leur permettre d'y aller après par elles-mêmes. Ça prendra le temps que ça prendra. Je resterai toujours à disposition. Hier, on m'a posé une question, on m'a dit la moyenne d'un accompagnement, c'est quoi ? Je suis incapable de répondre à la question d'une moyenne d'accompagnement de durée parce qu'en fait, il y a eu une réponse qui a été très juste par une maman en plus. C'est de dire qu'à un moment donné, je suis une veille. Normalement, l'accompagnement avec Atout Parents se termine. Même si de temps en temps, je peux encore appeler Amélie pour avoir un petit peu un conseil ou juste lui donner des nouvelles, quoi. Il y a un travail qui est fait, qui continue d'être en cours, mais c'est vrai que ça va quand même un peu mieux comparé à avant. C'est pas encore tout à fait ça, mais il y a un travail qui est vraiment en cours. Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je l'approfondisse, que je continue. Mistral Gagnon, on a un accueil de jour qui accompagne des jeunes en situation de décrochage scolaire, des collégiens. Mistral Gagnon, ça s'adresse à des élèves qu'on va perdre s'il n'y a pas Mistral Gagnon. Je pense que j'avais surtout un gros problème avec l'autorité. À la maison, il a toujours été correct. C'est juste à l'école. Quand il sort de la maison, c'est autre chose. C'est un autre enfant. Je pense que j'ai lâché à l'entrée au collège, du coup, de la 6e à la 4e. J'étais déconnecté du collège. Vraiment, le système scolaire, ça ne marchait pas avec moi. Et en fait, l'école, c'est plus leur sujet. Donc, pour leur permettre de revenir, il faut ce SAS. Et dans ce SAS, il y a énormément de choses à faire, en fait. Et on travaille sur tous les fronts. Sur la santé, sur l'hygiène, sur la scolarité, l'orientation, la vie à la maison aussi, les difficultés éducatives, la gestion des émotions. Et on préfère qu'il soit avec itinéraire qu'à tourner dans le quartier. La plupart du temps, les jeunes qui nous sont orientés ici à l'accueil de jour, ça se fait par un travail de collaboration avec les autres services de l'association et en particulier le club, où c'est là les collègues de quartier qui vont nous orienter des jeunes avec un gros travail en amont, de partenariat avec le collège bien souvent, mais pas que, ça peut être aussi des partenaires comme le département, une assistante sociale avec qui ils sont en lien et avec qui il faut travailler l'orientation. Mais bien souvent, ça reste les collègues de quartier qui, connaissant la famille, connaissant le jeune ou étant en lien avec les ALS, arrivent à travailler l'orientation vers chez nous. Je sais que l'itinéraire, ils feront ce qu'il y a à faire, qu'ils ne vont pas le laisser livrer à lui-même. Moi, je ne suis pas tout le temps là, je travaille la plupart du temps et je sais où il va, où il est, avec qui il est. Et ça m'importe. Le matin, on arrive ici, on déjeune,
On se pose ici dans cette salle et après on prend le trafic et on va en cours. On faisait des petits cours d'histoire géo, il me semble, de français surtout, de maths, donc dans plein de collèges différents. C'est aussi des conditions de travail pour les enfants en classe qui sont idéales parce qu'ils sont 9 maximum en cours, 2 ou 3 éducs et un prof. 4 adultes pour 9. En général, là, l'apprentissage, ça revient tout de suite. On a un peu plus envie, les difficultés, elles se font moins ressentir. Et puis, oui, les profs de Mistral Gaillon sont quand même hors normes parce qu'ils ont envie de travailler avec des enfants qui vont pas très bien. Genre on fait 6 heures de cours par semaine. Les après-midi, on fait des activités. Avec des partenaires extérieurs, avec des intervenants, ateliers théâtre, etc. Enfin voilà, on va aller travailler la remobilisation par ce biais-là. On avait des petits entretiens individuels où on échangeait, savoir ce qui va pas, les améliorations, là où ça baisse aussi. Parce que c'est bien de parler du bien, mais il faut bien voir le mauvais aussi, c'est pour ça qu'on est là. Dans son comportement, il y a eu un très gros changement. C'était difficile un peu pour lui à l'école. Et là, depuis qu'il est venu au Mistral, ça s'est amélioré. En attitude, les prises de parole et au travail. Genre, je comprends mieux les choses. Et avec le cadre de vie qu'il y a ici, les règles, c'est nettement mieux. Dans un sens, ça forge aussi le mental. Moi, je pense que je suis resté peut-être 6-7 mois ici, je pense. Il y a eu un avant, un après, je l'ai senti tout de suite. J'ai fini mes années collège tranquillement, en ayant mon brevet et tout ça. En 5e, c'était inespéré. Hein. L'objectif principal de Mistral, c'est quand même de retourner au collège. Et donc de retravailler la scolarisation, le retour en scolarité. Moi, j'ai un élève qui était quasiment parti pendant 1 an, et là qui est revenu l'année dernière en 4e sur quelques séances. On construit avec lui l'emploi du temps. C'est l'élève qui dit bon, bah voilà, c'est vrai que là j'étais bien, j'aimais bien ces matières-là, etc. Et puis de manière progressive, il revient au collège et là, moi, il est à nouveau scolarisé sur l'intégralité de son emploi du temps. Il est en classe de 3e. Moi, j'ai fait un bac pro du coup au lycée Beaupré, là, juste à côté. Ensuite, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait de la préparation de commandes, tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas exercer dans ma passion, qui est la musique. Et au final, j'ai fini au Zénith de Lille en tant que régisseur son. Voilà, quand même. C'est mon éducateur de quartier qui m'a orienté au dispositif magique. C'est dû à la mission locale, parce qu'ils m'ont parlé de plusieurs dispositifs et celui-là, il m'a intéressée. Alors, Magique, ça s'adresse à des jeunes de 16 à 21 ans en situation de décrochage scolaire, donc qui ont été fâchés avec l'école à un moment donné dans leur vie et qui ont envie de renouveau. Définir mon projet pro parce que je suis un peu perdue. Alors les ateliers, si on prend les 3 grands axes de Magique, enfin les trois grands axes sur lesquels on bosse avec les jeunes, on a tout l'axe autour de la remobilisation pro, l'axe autour de la remise à niveau, et après tous les ateliers secondaires autour de la levée des freins à l'insertion. Ils nous aident aussi pour trouver des stages, pour voir lequel projet qui nous convient. En fait, Magique te permet de pouvoir t'ouvrir les portes. Je suis en recherche de stage pour l'esthétique et si ça me plaît vraiment, je vais peut-être aller au CFA. J'ai fait 2 stages dans l'événementiel et c'était bien. Et les éducateurs aussi, ils étaient fiers de moi. La motivation, honnêtement, je ne l'ai pas eue avant d'arriver à l'itinéraire. Mais quand j'ai vu que l'aide qu'ils proposaient, comment ça fonctionnait, la motivation est arrivée au fil du temps en fait. C'est forcément un espace d'écoute, le fait de prendre le temps, le fait de personnaliser les accompagnements parce qu'on est là-dedans, vu qu'on est dans un accompagnement éducatif. Les jeunes, ils ont des emplois du temps à la carte. En fait, on a un éducateur pour soi. On se sent privilégié, quoi. Et on se sent vraiment écouté. Mon éducatrice, je m'entends très bien avec elle. Et je pense que forcément, ça aide beaucoup. Plusieurs personnes me l'ont dit que ça se voyait que j'étais plus ouverte et que j'avançais, etc. Il y a une différence entre j'arrive, je suis nulle et je le ressens, ou j'arrive, on me laisse de la place, j'ai le droit à l'erreur, j'apprends plein de trucs, donc je vais jusqu'au bout parce que je sens que ça m'apporte quelque chose aussi. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Là, depuis quelques temps, j'hésite à partir dans l'esthétique. J'hésite encore parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien, mais je me vois dans rien. Donc, Là, je vais commencer une formation pour passer un diplôme, le CPGEPS. Après, je vais passer un BPGEPS.
Et ensuite, j'envisage d'aller à l'université pour passer une licence. Et après ça, je vais commencer le métier dans l'événementiel. Fier d'avoir trouvé un parcours. Je suis très fière de moi. En un mois, j'ai accompli plusieurs choses. Bon, c'est pas des choses qui sont extraordinaires, quoi. Pour moi, c'est extraordinaire. Alors le SPOT, du coup, c'est un service du club de prévention spécialisée d'itinéraire qui a été créé en septembre 2021 et qui accompagne les jeunes qui ont une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance, mais qui sont fugueurs des lieux de placement, des MEX, des maisons d'enfants à caractère social, ou des familles d'accueil. Du coup, ça c'est pour les jeunes mineurs, et une autre partie, on peut accompagner les jeunes majeurs jusqu'à 21 ans, en fait, qu'on peut rencontrer aussi là dans le cadre du travail de rue, par exemple, qu'on fait autour de la gare, sur l'île, avec des collègues du club de Prèves également, ou sur d'autres secteurs de Roubaix-Tourcoing. Je sais que du coup, quand je les ai rencontrés, je me mettais en danger, je fuguais tous les soirs, etc. À 17 ans et demi, je me suis retrouvé à la rue. Du coup, Nildal, un éducateur d'ici qui m'a beaucoup aidé. Pour qu'on intervienne pour les jeunes mineurs, en fait, ce sont les référents ASE, du coup, qui font partie des services de l'aide sociale à l'enfance, qui peuvent nous interpeller en nous envoyant une note pour dire qu'un jeune, du coup, est fugueur des lieux de placement, qu'ils ont du mal à avoir contact avec lui, qu'il y a des fugues très régulières, que le travail est très compliqué, que ce soit avec eux ou lieu de placement, la MEX ou l'assistante familiale. SPOT, c'est une aventure avec les jeunes, avec l'idée vraiment de partir d'eux. Souvent, j'explique le SPOT en disant c'est l'idée d'un comment ça va. Voilà, on est éducateur de rue, c'est du coup l'aide sociale à l'enfance qui nous a donné tes coordonnées parce qu'on sait qu'en ce moment c'est un peu galère pour toi. On a un local à côté de la gare, si tu veux tu peux venir, on peut prendre du temps pour discuter, tu peux te doucher, tu peux venir manger, on peut faire les lessives. On peut t'aider si tu as différentes démarches à faire. Et du coup, par contre, si tu viens, si tu choisis d'entrer en relation avec nous, c'est toi qui le choisis et c'est toi qui peux choisir aussi de l'arrêter. Et ensuite, peu à peu, tisser du lien avec lui, apprendre à le connaître, à ce qu'il nous fasse confiance. Et ici, je dirais, c'est plus pour prendre un temps. Si tu veux parler, tu parles. Ils sont ouverts d'esprit. Le fait de se rencontrer autour d'une table, manger, discuter, tu peux parler de tout et n'importe quoi. Après, avec certaines personnes aussi, tu peux le faire, pas qu'avec eux. Mais je sais pas, c'est intéressant. Ils prennent le temps d'écouter, d'expliquer les choses. Ouais. Ils prennent du temps avec toi. Des fois, on mange avec eux, on discute un peu de tout, de rien. On rigole avec eux, on passe des bons moments. Dès qu'on les appelle, on leur explique un souci, ils vont être directement au taquet, ils vont être là, ils vont nous dire... Ils nous rassurent. Ça me fait du bien de me dire qu'en dehors de foyer ASE, que je parle avec des personnes, que j'ai une bonne relation avec des personnes, etc. En vrai, ça me fait grave du bien. Ils sont là pour t'aider, mais ils ne vont pas faire le travail à votre place. Donc si vous voulez de l'aide, ils sont là, mais il faut aussi que de votre côté, vous faites aussi les choses qu'ils vous disent de faire, par exemple. Par exemple, de trouver du travail, ce n'est pas eux qui vont chercher du travail à votre place, c'est à vous de vous déplacer et trouver du travail. Donc on a chacun un rôle entre guillemets. Grâce au SPOT, on a réussi à trouver une maison dans un foyer qui nous permet de... On paye, mais très peu. Mais c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu s'en sortir. Parce qu'en plus, ils ont beaucoup d'assos en partenariat. Donc ça nous aide encore plus à avoir beaucoup plus d'opportunités à avoir. Donc si on ne les connaît pas, eux, on ne peut pas avoir d'aide des autres partenaires. Donc, Alors Entracte, service de l'association itinéraire, s'adresse aux travailleurs, travailleuses du sexe, aux personnes en situation de prostitution et également, plus récemment, aux mineurs victimes d'exploitation sexuelle. Alors on part déjà du constat que c'est un public qui ne vient pas naturellement à la rencontre des travailleurs sociaux. Quand je les ai vus, en fait, je leur ai demandé à quoi ils servaient, clairement. Et ils m'ont expliqué un peu le concept, donc au début, ça ne m'inspirait pas confiance du tout. Au début, je croyais que c'était des flics. Parce que c'est des adultes, sac à dos. Je me méfiais beaucoup d'eux.
Plus de confiance aux éducateurs, plus de confiance au système. Le principe, c'est que nous allions vers eux. Alors on y va comment? On y va par le biais d'une antenne mobile qui circule sur les lieux de prostitution la nuit. Et puis plus récemment, sur le numérique, puisque on sait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de l'activité de prostitution se déploie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les sites dédiés. Donc ça fait partie aussi de ces adaptations. Une équipe qui s'enrichit, une équipe qui devient pluridisciplinaire, même si le cœur du métier, ça reste l'accompagnement social et éducatif. Tout simplement, une fois, ils ont bien discuté avec moi, ils m'ont montré que c'était un club de prévention. Je les ai revus régulièrement quand je venais travailler en fait, jusqu'à un jour où il faisait très très froid et j'avais très très faim. Et on m'a dit que je pouvais manger et me réchauffer au local. J'étais pas bien, j'étais fatiguée, donc je suis venue. J'ai découvert un peu le reste du personnel, j'ai mangé. J'ai même fait une petite sieste. Je me suis reposée et depuis, je suis revenue régulièrement. Quand on parle de démarche sociale avec les jeunes, de démarche de soins, de démarche quelle qu'elle soit, avoir un local où se poser avec des services qui leur sont offerts, de l'alimentaire, un vestiaire, une connexion Internet, un cabinet médical. Voilà, c'est important de pouvoir traiter tous ces sujets. Je discutais, on me servait un jus de fruits ou un chocolat chaud, on me distribuait du matériel pour pas que j'attrape une maladie, quoi. En fait, c'est une genre de protection. Parce que déjà, ils donnent des préservatifs, ils donnent du matériel pour travailler. Et puis surtout le fait de pouvoir discuter entre nous. Et qu'il y avait un secret confidentiel, c'était... voilà. Un jour, je suis tombée enceinte. J'ai dû faire un IVG, donc une intervention volontaire de grossesse. J'avais l'infirmière d'entracte et une éducatrice qui étaient là. Qui étaient là du début à la fin de l'intervention et qui étaient là même après l'intervention. Qui ont essayé de me proposer une solution qui correspondait au mieux à mes attentes. On m'a dit, tu veux aller en foyer? J'ai dit non. J'avais une famille d'accueil, on m'a dit, tu veux aller à ta famille d'accueil? J'ai dit non. On m'a dit, tu veux aller où? J'ai dit, chez mon père. J'ai besoin d'être proche de mon père, mais je ne peux pas y aller toute seule. L'éducatrice est venue avec moi, m'a accompagnée chez mon père, a discuté avec mon père, lui a expliqué ma situation. Je lui ai dit, je veux que mon père il sache ça, mais je ne veux pas qu'il sache ça. Donc on lui a dit ce que je voulais qu'il entende, on ne lui a pas dit ce que je ne voulais pas qu'il sache. Et franchement, ça m'a fait du bien. Voilà, on ne m'a jamais fait de reproches. Pour eux, ce n'est pas un crime comme certaines personnes qui ont pu me dire à l'époque dans mon entourage. Oh, tu fais la pute, mais t'as pas honte, nana et tout, c'est ça, là, ceci, cela. Alors que quand j'étais au local, c'était pas comme ça du tout. C'était t'es mignonne. En fait, on voulait me redonner confiance en moi. C'est pas la prostitution c'est bien, la prostitution c'est mal. Ce qui compte pour nous, c'est la personne, ses besoins, où elle en est et qu'est-ce que nous, en face, on peut proposer. C'est simple, quand j'ai connu Entraque, j'avais rien du tout. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. En fait, quand je vous ai connu, donc, vous m'avez aidé à refaire mes papiers. J'avais des problèmes de dentition. Donc j'étais au dentiste et vous m'avez trouvé un stage et un travail, quoi. S'il n'y avait pas eu de local, finalement, ça aurait été complètement différent. Ça aurait été plus compliqué pour plein de personnes, en tout cas. De ne pas avoir d'aide, parce que je ne suis pas la seule à avoir finalement personne à qui parler, personne sur qui compter, quoi. Donc ce serait pas pareil du tout. Je sais pas comment ce serait, mais ce serait compliqué. En fait, moi j'avais un projet. Moi j'habitais à Roubaix, moi j'avais un projet. Le projet que je voulais faire, c'était agent de sécu. Du coup, je me dirigeais vers Pôle emploi, mission locale et tout ça. Mission locale m'a transmis ici. Après, il y avait une copine qui travaillait dans les entretiens des locaux au plateau technique. Du coup, j'ai dit à mon conseiller qui me suivait à Ma Magique. Et il m'a dit, on peut te faire travailler dans les locaux le temps que tu trouves la solution pour ton projet. Du coup, je suis rentrée au plateau technique. Alors, j'ai terminé déjà le collège. J'ai intégré une société, j'ai travaillé avec un artisan en tant que menuisier pendant 1 an et demi. Mon patron, à ce moment-là, a liquidé la société. Et donc, c'est à ce moment-là que John, j'étais déjà très proche de lui à ce moment-là, m'a parlé du plateau technique. Plateau technique Itinéraire, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire qui offre une première expérience de travail à des jeunes de 18-25 ans, ainsi que des adultes. On fait tout corps d'état.
Donc tout ce qui est seconde œuvre, donc menuiserie, maçonnerie, carrelage, pavage, rejointoiement de façade, tout ce qui est peinture, revêtement de sol. Électricité, plomberie. Donc ici, on est sur le pavillon que les jeunes ont renommé dernièrement le One Piece. Pavillon qui a été complètement dégradé au printemps 2023 par les jeunes. Et donc l'objectif était de le mettre en état. Les murs, les plafonds, les chambres, tout était fait en fait. Tout était refait. Même le parquet. Ici, c'est ma chambre. C'est déjà largement mieux, je dors mieux déjà parce que il y a un nouveau parquet, des nouveaux murs, c'est propre. Il n'y a aucun trou, et c'est parfait. Bah, je me sens chez moi, je suis tout le temps là. Je vis ici, je dors ici. Je vais à l'école ici, je suis tout ici. Donc on a refait les chambres et puis la commande était aussi de refaire toutes les parties communes. Et les collègues du plateau technique ont refait toutes les peintures. Pourquoi avoir choisi le plateau technique d'itinéraire? C'est alors ça rentre complètement dans les valeurs que moi je souhaite développer ici, dans le sens où on est sur de l'inclusion. Et pour moi, faire intervenir itinéraire des jeunes en parcours d'insertion, du territoire, c'est de l'inclusion. On a un jeune qui était un peu en panne d'insertion, qui en fait était ici positionné sur le CAP restauration, mais ça lui plaisait plus, il disait qu'il aimerait bien faire du bâtiment. Donc avec Tony Warney, on a rencontré ce jeune et puis on a contractualisé et en fait il l'a accueilli en stage au plateau technique. Donc comme ça a permis aussi à ce jeune de découvrir en fait ce qu'était le plateau technique, le monde du travail et ça finit bien parce que c'est un jeune au profil MNA qui vient de décrocher un contrat d'apprentissage ici avec une entreprise du secteur et qui a commencé au CFA de Roubaix-Tourcoing. Et ça aussi grâce en fait, je dirais, au marchepied du plateau technique. On peut dire que c'est une étape. Ici, ça te permet de travailler, avoir aussi de l'argent de côté et faire aussi trouver un projet pour valider ton projet. Donc ils m'ont aidé à trouver logement, ils m'ont aidé pour faire demande d'aide au permis comme ça. Et du coup, j'ai eu mon TFP-APS et j'ai eu mon SIAP aussi. Du coup, j'ai validé mon projet et là, il faut que je cherche juste quelque chose de stable pour que je puisse travailler dans mon projet. Alors, depuis que je suis parti en mars 2025, j'ai intégré l'entreprise Delepierre à M. Donc, c'est un fabricant, un poseur, un concepteur de menuiserie à l'UPVC bois. Et en bac pro, donc en alternance. Donc là, en ce moment, je prépare un titre de bac pro technicien, menuisier, agenceur. Aujourd'hui, je suis très satisfait. Là, je dois commencer un nouveau contrat à partir du 12 mai. Du coup, avec cette entreprise LIP, donc ils m'ont proposé ces étanchéité et bordage. Voilà, donc on va aller pour 1 an. Il dit si tout va bien, je serai embauché après. Donc j'aimerais avoir plus pour travailler en tant que qualifiant. Le rêve, j'ai envie de vous dire, comme tout bon français, c'est avoir son diplôme, trouver un CDI, contracter un crédit pour une maison, avoir un chien, un jardin. Je dirais que notre travail sur la cellule mobile de prévention de la radicalisation, c'est d'intervenir auprès de jeunes qui sont signalés du coup pour radicalisation évidemment, et d'éviter qu'ils se retrouvent en fait en rupture de notre société par le biais d'une idéologie. En fait, nous on ne fait pas de déradicalisation dans la mesure où on n'enlève pas les idées de la tête d'une personne. Par contre, on reste vraiment un acteur de prévention. Ça veut dire qu'on va éveiller l'esprit critique. Donc nous, les jeunes qu'on accompagne, sont signalés pour risque de radicalisation. Moi, il y a eu un signalement parce que j'étais une jeune fille qui fuguait beaucoup, pour mon copain étranger du coup. Et du coup, je partais souvent avec lui, etc. Du coup, ma mère, elle avait fait un signalement. Donc elle avait fait un signalement et on s'est rencontrés comme ça dans un premier temps. En fait, on va dire que sur la façon de faire, on est très proche de la prévention spécialisée dans la pratique et dans l'accompagnement. Mais c'est vrai que la grande différence, c'est en prévention spécialisée, il y a l'absence de mandat nominatif.
Et là, pour le coup, on est missionné directement par la préfecture. Donc la préfecture nous transmet des situations. On récupère quelques éléments en fait par la préfecture. Donc en général, on a l'identité de la personne, du jeune. Et nous, notre travail, c'est de prendre contact en fait avec le jeune qui a été signalé pour radicalisation et pour aller le rencontrer. Mais c'est vrai qu'on est missionné directement par la préfecture pour faire ce travail-là. Et donc en fait après leur rencontre, on a gardé un suivi pour m'aider dans beaucoup de démarches, même pour m'épauler psychologiquement, parce que du coup j'étais pas avec ma maman ni avec mon papa, j'étais chez ma sœur, j'étais totalement perdue. Comme en prévention spécialisée, il va avoir le temps nécessaire pour créer une relation, créer du lien. On n'a pas de durée imposée par la préfecture. Les préfectures, elles sont respectueuses justement de ce travail nécessaire pour créer une relation. Mais dans l'idée, on ne doit pas rester sur le long terme. Ça veut dire que notre premier travail, c'est de mener en fait une évaluation sur le sujet de la radicalisation. Et ensuite, par rapport aux problématiques qu'on peut observer ou aux besoins, aux demandes de la personne, de proposer un relais vers des structures qu'on appelle de droit commun. Il y a vraiment cette démarche d'aller vers, c'est-à-dire qu'on va utiliser en fait tous les moyens possibles pour pouvoir créer une relation. Beaucoup d'échanges téléphoniques, on se voyait aussi régulièrement autour d'un café, sur mes conflits familiaux avec mes sœurs, ma mère, ma peur d'être placée, parce que j'avais vraiment peur, parce que j'étais jeune, donc comme j'étais pas chez mes parents, j'avais un risque d'être placée à tout moment. Donc je les appelais quand même assez régulièrement dans la panique, en pleurs, c'est vrai. Hein. Et je pense que j'avais besoin aussi de vraiment changer ma vie, quoi. Enfin, j'avais vraiment besoin au bout d'un moment de prendre la bonne direction. Donc oui, on peut dire qu'on permet en fait à ces jeunes-là de se raccrocher à un projet de vie et comme je disais tout à l'heure de faire un remaillage avec la société. Donc pour beaucoup de jeunes, on arrive à leur remettre le pied à l'étrier sur un projet en fait en général. Aujourd'hui, je suis prothésiste angulaire, je suis à mon compte, ça fait 2 ans. Voilà, j'ai ma maison avec mon chéri, on attend un enfant. On ne peut pas s'en sortir si on n'a pas envie de s'en sortir, mais je pense que si on n'a pas toutes les cartes pour s'en sortir, on ne s'en sortira pas. Hein. Moi, j'ai eu toutes les cartes. Je pense que si on enlève une carte, on ne s'en sort pas aussi rapidement ou on ne s'en sort pas aussi bien. Sans eux, le travail n'aurait pas été le même. Je pense qu'on a tous contribué plus ou moins à ma réussite. Je me suis jamais posé cette question quand même. Hein. C'est une très bonne question, mais ouf. Je sais même pas. Je pense que ça serait l'effondrement de notre civilisation. Non, je rigole. Je pense que je créerais quelque chose avec mes anciens jeunes. On ferait quand on a fait quand ils n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'on remonterait davantage ses manches, et puis on serait encore là plus présent et on réglerait d'autres soucis, d'autres problématiques qui n'ont pas lieu d'être pour un directeur d'école, par exemple. Non, c'est impossible d'imaginer cette... Non, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible dans le contexte actuel et quand bien même en dehors même du contexte actuel. Il y a toujours des jeunes en fragilité. Ça serait malheureux. Ça serait inquiétant. Ils deviennent quoi ces jeunes en fait? S'il n'y a pas au sein de la famille, tu vois, quelqu'un, s'il n'y a pas un modèle, un pilier. Et mine de rien, itinéraire, c'est ça aussi. C'est un pilier. Pour ces jeunes, en fait, ça aide. Et il faut. Si les personnes, à un moment donné, ne sont pas entourées, c'est là où, du coup, ça peut déraper. Et sans itinéraire, ce serait une perte de chance que de pouvoir repérer cette situation, donner les moyens d'eux, s'en sortir et d'avancer. On a besoin des clubs de prêve, on a besoin des centres sociaux, on a besoin du tissu associatif. Qu'est-ce qu'on ferait sans ce tissu associatif sur le territoire? Je pense que je serais resté dans la délinquance, parce que j'ai grandi dans la délinquance et pour moi, c'était mon seul repère, la délinquance, mais heureusement qu'ils sont là quand même, mais s'ils ne seront pas là, je pense que je serais resté dans la délinquance. Sans eux, j'aurais pas eu mon CV, je ne saurais pas quoi faire au jour d'aujourd'hui par rapport au travail, etc. Je serais toujours resté dehors en train de faire du foot et pas me sortir dans la vie, tandis que maintenant je m'en sors dans la vie. J'aurais pas validé mon projet. J'aurais trouvé des solutions, mais ça n'aurait pas arrivé ici, pas aussi vite. Peut-être j'allais arriver, mais ça aurait été difficile. Hein. J'avais aucune idée. J'avais aucune idée de ce que je vais faire, de ce que je vais faire au niveau des marches, au niveau du travail. J'avais aucune idée. Donc si ce n'était pas itinéraire,
Si c'était pas là, bah, il n'y a pas trop de... En fait, il n'y aura pas d'espoir, entre guillemets. Ils n'ont rien à changer. Juste durer. Toujours rester.